2 minutes, donc pour vous dire déjà qu'on est très content de vous accueillir sur le site de Montbéliard. On n'est pas nombreux cet après-midi, voilà, ça chevauche avec d'autres activités, en particulier l'AG de Ghislain. Donc voilà, on n'a pas trop de chance. Et surtout, alors, on est très content de vous accueillir et on est très content d'accueillir le professeur Johan Roxin, voilà, qui va nous parler cet après-midi un petit peu plus de l'IA. Voilà, alors, on en a peut-être une conscience plus ou moins variable, ça dépend des gens, mais c'est vrai que l'IA est en train de révolutionner nos modes d'apprentissage. Et pour en comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants, voilà. Donc on aura le séminaire de Johan Roxin qui va nous en parler un petit peu mieux, en détail. Voilà. Très bien. Egon va présenter un petit peu le panégyrique, un petit peu du professeur Johan Roxin. Parce que c'est... Ok, très bien. Très bien. Bien. Cette conférence va essayer de retracer les moments clés de l'évolution exponentielle, n'est-ce pas, Johan, de l'intelligence artificielle, depuis ses premières applications de le traitement de données jusqu'au système complexe capable de reproduire, voire d'amplifier le processus cognitif humain. Nous allons explorer les principes fondamentaux de IA connexionniste, des grands modèles de langage et de l'intelligence artificielle, neurosymbolique, afin de mieux comprendre comment ces technologies sont conçues, développées et intégrées dans notre quotidien. Mais cette assistance permanente nous rend-elle plus intelligents ou plus dépendants? C'est la question. Cette conférence, alors, propose une analyse critique et prospective de l'impact de l'IA sur nos capacités cognitives. Autre question, amplificateur de l'intelligence ou béquille numérique? Nous allons examiner les opportunités et les risques que représente l'IA pour la pensée humaine. L'IA comme outil d'extension, de raisonnement et de la créativité, l'illusion du savoir et le risque d'atrophie cognitive, l'impact de l'IA sur l'éducation et de la pensée critique, l'infobésité et la difficulté à hiérarchiser l'information, comment cohabiter intelligemment avec l'IA? Eh bien, lors de cette conférence, organisée par le pôle Mobilité et Transport du Futur, nous adopterons une vision nuancée où l'IA apparaît à la fois comme un levier d'innovation et un facteur de risque pour la vitalité cognitive. À travers des exemples concrets et des réflexions captivantes, cette conférence posera une question essentielle. L'IA façonne-t-elle un esprit humain plus puissant ou plus fragile? C'est un honneur pour moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Johan Roxin, professeur des universités émérite à l'université Marie-Louis Pasteur, un expert reconnu dans le domaine de technologie d'information et de communication et de l'éducation, avec une carrière riche en expérience. Il a consacré de nombreuses années à explorer les liens entre les technologies émergentes et les pratiques pédagogiques innovantes. Aujourd'hui, il nous fera l'honneur de partager sa vision sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'éducation, un sujet important qui façonne l'avenir de l'apprentissage et de la transmission de connaissances. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement professeur Roxin. Merci beaucoup. C'est une présentation très élogieuse et très engageante. Je ne sais pas si j'arriverai à tout couvrir par rapport à ce que Egon a évoqué dans sa présentation.
En tout cas, merci de votre présence. Oui, nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Et justement, j'ai préparé beaucoup de transparents, mais comme on est presque dans l'intimité, on va s'adapter et insister sur des choses qui présentent peut-être plus d'intérêt que d'essayer d'évacuer tous les transparents qui sont autour de 170. Et donc, pourquoi un professeur émérite, c'est-à-dire à la retraite, présente un sujet, l'intelligence artificielle et l'éducation? Parce que j'ai eu la chance de faire une faculté de cybernétique, statistique et informatique. Mais à l'époque, je ne me suis pas rendu compte que c'est une école excellente, parce qu'avec la cybernétique, on a fait la modélisation de systèmes avec feedback, avec connexion inverse, avec les statistiques, analyse de données. Et quand aujourd'hui, je fais une régression avec l'intelligence artificielle, mais je l'avais fait à l'époque à la main. Je connais la descente des gradients, et même écrire la formule parce que j'ai été examiné en les années 70, et aussi l'informatique, donc utiliser les algorithmes, utiliser la programmation. Et je lis à qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, mais justement, elle mélange tous ces éléments. Et j'avais mis ici un clin d'œil parce que il y a 2 semaines presque, j'ai été en Ouzbékistan et Al-Khwarizmi, justement, il est né à Chiva, en Ouzbékistan. Quand je lisais ça dans Wikipédia, c'était quelque chose loin, ça ne me disait rien. Maintenant, ça me dit plus parce que j'ai été là-bas et en 91, je suis arrivé à l'INSA de Lyon pour une DEA en ingénierie informatique. C'est ici que j'ai entendu parler pour la première fois de neurones artificiels, réseau de neurones artificiels, intelligence artificielle. Je pensais que l'enseignante, elle est un peu philosophe, ok? Mais regardez depuis l'évolution qu'on a connue dans l'intelligence artificielle. Et ici, pour présenter vite fait, je suis resté après à l'INSA pas mal d'années, 8 années. En 98, je suis arrivé à Montbéliard et justement, j'ai eu François Jouffroy comme étudiant dans la première promotion de SRC, d'accord? Et ici, regardez, il y a une vidéo, mais on va pas, comment? On n'aura pas le son, ok? L'objectif était seulement de vous montrer que Bridging South Korean excellence with Uzbekistan's dynamic growth. In a world where AI is donc, c'est une vidéo que je l'avais présentée à l'université INHA à Tashkent. Mais ce n'est pas moi. C'est ma socie, c'est mon avatar. Et justement, toujours grâce à François, parce qu'il a filmé 3 minutes de vidéo avec moi, avec cette chemise. Et depuis, je peux utiliser n'importe quel texte et j'utilise HeyGen, une intelligence artificielle qui me permet de générer des vidéos en série et n'importe quelle langue. Déjà, pour un enseignant, s'il a l'envie de présenter des petites vidéos et des choses explicatives, mais pas besoin de rester devant une caméra des heures et des heures. Et pour donner pareil un clin d'œil toujours à François, oui, c'est le 25 mars que Sam Altman a annoncé le 4O Image Generation. Bye bye, DALL-E. Oui, regardez la capacité de rédiger du texte. Ça, je l'avais fait à 1 heure. OK? C'est bien marqué UTBN, Innovation Crunch Time 2025. Il n'y a aucune erreur. Et même, elle était capable maintenant d'écrire avec des manuscrits, de remplir un tableau avec des cours. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle évolue avec un rythme qui est déstabilisant. J'essaie de tenir le rythme, mais c'est presque impossible. Oui? J'ai l'impression, souvent j'avais dit ça, que l'impression est que j'ai l'intention de boire de l'eau, mais à partir d'une jette d'eau de pompier. Donc, c'est pas possible.
Et de plus, comme vous avez vu à l'occasion du grand salon de l'intelligence artificielle 10-11 février, les accélérationnistes, mais ils appuient encore plus fort sur la pédale. Vous avez vu, la déclaration finale n'a pas été signée par les États-Unis et l'Angleterre qui disent non, non, il faut aller vite et avancer. D'accord? L'IA a eu le prix Nobel en physique. OK? C'est à l'INSA de Lyon que j'ai utilisé les réseaux de neurones de type Hopfield. On ne les utilise plus. C'est le 4L par rapport à dernière voiture autonome. OK, la différence entre les réseaux. Par contre, ils ont mis les bases, les deux, d'une discipline qui évolue avec un rythme déstabilisant, je disais. Et à droite, vous avez Hinton, oui, né à Wimbledon, en Angleterre. Mais après, il est allé au Canada, il a travaillé pour Google, ok, il était spécialiste IA chez Google, et en 2024, au mois de mars, il a démissionné, justement parce que lui, il considère qu'actuellement, l'intelligence artificielle présente un danger, même existentiel pour l'humanité, et qu'il ne peut pas être payé par Google et dire c'est ce qu'il pense. Même après, il a dit, ben, je suis parti parce que j'avais l'âge. Oui. Bref, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, surtout pour le calcul des poids dans un réseau de neurones. C'est ce qu'il a fait, c'est la rétropropagation. Et aujourd'hui, cette méthode, elle est indispensable pour travailler avec des réseaux de grande taille. C'est le prix en physique, le prix Nobel. Le jour suivant, prix Nobel en chimie. Toujours regardez à droite, ce sont des spécialistes de DeepMind, okay? Même Denis Hassabis, qui est l'un des co-créateurs de DeepMind. Okay? Et à droite, vous avez John Humper, qui est le plus jeune prix Nobel en chimie. Mais il n'a rien à faire avec la chimie. Il a fait pas, ni l'une ni l'autre, ils n'ont pas fait des études de chimie. Okay? Ils ne sont pas des chimistes, okay? Mais ils ont eu le prix Nobel quand même. Parce qu'ils ont eu une plateforme AlphaFold, peut-être que vous connaissez, pour l'étude des protéines. Okay? Et qu'est-ce qu'ils disent? Regardez, 380 000 matériaux stables qu'ils ont identifiés. Oui? 700 déjà créés expérimentalement. Et ce sont les chercheurs qui disent que ça représente 800 ans de connaissances accumulées. D'accord? Donc, il ne faut pas voir l'IA seulement pour générer des images, des vidéos, des fake news et d'autres conneries. On peut l'utiliser dans la recherche et évidemment dans l'enseignement. D'accord? L'éducation, dans la modernité, on appelle ça réflexive, c'est-à-dire les gens ne prennent pas les choses comme elles arrivent, ils ont un point de vue critique, ils commentent tout le temps. Donc, ce monde, c'est complexe, c'est incertain. Oui, les signes noirs, on ne peut pas le prévoir. Il n'y a personne qui a prévu le Covid, okay, même la guerre en Ukraine. Okay. Ensuite, on parle d'infobésité, c'est-à-dire il y a l'abondance de l'information et cette abondance d'information génère plusieurs choses. Déjà, c'est la confusion entre information et connaissance. Les gens, s'ils ont entendu quelque chose sur Facebook ou je ne sais pas sur quel réseau, ah, mais je sais. Le fait que tu as entendu ou que tu as l'information, ça ne signifie pas que tu l'as appropriée et que tu as la connaissance. Okay? Et donc, il y a ce qu'on appelle une illusion de connaissance. Et il y a même des analyses des anthropologues que notre ignorance, elle est plus grande qu'on pense. Et à l'envers, notre intelligence, elle est plus faible que nous, on pense. D'accord? Et même, peut-être vous avez lu La guerre des intelligences. Aujourd'hui, on investit énormément dans l'intelligence artificielle et entre les deux, il n'y a pas de photo. Oui, regardez combien il gagne un professeur universitaire et combien gagne quelqu'un qui fait le renforcement, apprentissage par renforcement pour le modèle ChatGPT. Oui, 300, 400, 500 000 $ par an. Les bons sont des millionnaires. D'accord? Donc,
il faut peut-être réfléchir sur ça, ok, parce que la question tout à l'heure était est-ce que l'intelligence artificielle va nous rendre plus intelligentes ou plus passives? Moi, je pense que c'est ce qui va nous rendre plus stupides. Et c'est ça, d'après moi, le plus grand danger. Donc, il faut réfléchir de manière que l'IA devienne non pas un problème, mais plutôt une solution. Oui. Alors, ici, j'avais mis une évolution des dispositifs d'apprentissage. On ne va pas rester sur donc, behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, socio-constructivisme. Et en 2020, justement, j'avais d'étudiants en thèse et on parlait de l'utilisation de l'Internet des objets. On pensait que ça sera magnifique. Si j'ai sur mon téléphone une application que je peux l'utiliser dehors pour apprendre, mais ça sera magnifique. Et avoir, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle frog ou age, distribuée sur les petits dispositifs. On n'imaginait pas à l'époque que, justement, en mars 2020, c'était plein de crise Covid, ChatGPT créé, c'était pas ChatGPT, c'était GPT-3, annoncé par Sam Altman de OpenAI en disant « Désolé, jusqu'ici on n'a créé que des modèles open source, maintenant c'est plus possible de vous rendre open source GPT-3. Si on fait ça, les journalistes ne vont plus travailler, les élèves, les étudiants ne vont plus travailler, les profs non plus. Et donc, c'est le premier modèle qui n'a pas été fait public. Il a été racheté par Microsoft. Il y avait, après, vous connaissez l'intervention de Microsoft avec des milliards de dollars. OK? Et en 2022, 30 novembre, c'est ChatGPT qui a pratiquement représenté l'effet Spoutnik pour l'intelligence artificielle. Maintenant, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, même le chauffeur de bus, l'institutrice, OK, tout le monde. Avant, c'était quelque chose, un sujet de recherche pour des chercheurs, pour des profs, mais je ne sais pas où on va arriver. Et je me rappelle aussi que par rapport à mes étudiants, les doctorants que j'ai eus en thèse, on utilisait les outils sémantiques. On a pensé à l'époque, donc avant 2020, que si on utilise la sémantique, c'est-à-dire ontologie, base de connaissances, règles d'inférence, mais ça sera magnifique, ok? Et comme ça, vous pouvez avoir ici une représentation. Tout au début, on avait une plateforme d'apprentissage statique, ok? C'est Learning Management System, Learning Content, d'autres choses. Oui, j'ai oublié de dire, c'est sur l'horizontale le degré de connectivité sociale, sur la verticale le degré de connectivité de l'information ou des données. D'accord? Et avec Web 2, mais on a eu les plateformes collaboratives d'apprentissage du type MOOC. Mais vous avez eu les statistiques, parce que souvent, il y a 97% des gens qui commencent un MOOC et ne terminent pas. D'accord? Nous, avec le doctorant Johan Silagi, on se retrouvait dans le premier cadran en haut, plateforme sémantique d'apprentissage, d'accord? Avec des ontologies, bases de connaissances. Et d'ailleurs, il a même une version d'Ebpedia, de Wikipédia, en version sémantique. Et le quatrième cadran, à droite justement, on a parlé à l'époque, peut-être plateforme intelligente. Et regardez que nous sommes. Nous sommes là, OK? On parle aujourd'hui des systèmes intelligents, de tuteurs intelligents, même des assistants personnels intelligents. D'accord? Et récemment, justement, on ne laisse pas des articles qu'on a publiés, OK? Pourquoi l'IA bascule l'enseignement? Mais parce qu'il a un accès instantané à une grande quantité d'informations. Aujourd'hui, on peut même lui demander, regarde mon écran, qu'est-ce que je dois lancer ou configurer pour activer la connexion HDMI? Okay? Mais il devait avoir accès aussi de l'autre côté. Ensuite, c'est une aide à la rédaction. Aujourd'hui, les étudiants, première chose qu'ils vont faire, c'est boum, ChatGPT ou Claude ou n'importe quel autre LLM pour rédiger des documents. Et
dans un premier temps, moi je dirais que ce n'est pas très dangereux. Je me rappelle qu'en 2023, par exemple, même je parlais avec les étudiants de Master 2 chez nous, et pour leur rapport, j'avais dit, mais vous devez utiliser ChatGPT. Minimum, ils ont vu qu'il y a une structure de rapport. Il y a une introduction, il y a ça, ça, ça. Donc, c'est quand même un apprentissage. Mais après, utiliser ChatGPT pour trouver des idées, pour avoir une première brouillon de son travail, c'est quelque chose, mais donner le travail de ChatGPT ou d'un autre LLM et marquer seulement son nom, ça, c'est déjà une autre affaire, d'accord? Après, on parle de feedback instantané, ok? Si vous avez un problème à résoudre, vous donner la résolution, vous pouvez se demander est-ce que ça va ou non, ok? Après, l'idée de personnaliser l'apprentissage en fonction du style d'apprentissage, du niveau d'apprentissage, réponse aux questions, soutien à la recherche, des chatbots d'apprentissage. Après, enrichissement de contenu. Vous avez vu avec Notebook LM, il y a quelqu'un qui utilise Notebook LM? Qui utilise Notebook LM? Écoutez, pour l'enseignement Notebook LM, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un modèle de langage classique qui est quelque part sur la planète, ok? C'est vous qui lui donnez les documents. Oui? Vous pouvez lui donner dans la version gratuite jusqu'à 50 documents. Votre PowerPoint, les articles que vous avez trouvés à gauche, à droite, même des liens sur YouTube, des drives Google, où vous avez des documents. Et après, vous travaillez sur un document, ok? Et il va s'inspirer que des documents que vous les avez fournis. D'accord? C'est pour ça que la partie enrichissement de contenu, ça c'est excellent. Et il est capable de vous générer automatique comment ça s'appelle, un dialogue audio, oui, avec une partie de contenu que vous avez généré. C'est extraordinaire, ok? Allez, après, soutien personnel. Ça signifie que, même moi, pour vous dire, pour apprendre et comprendre des choses, mais je vais sur ChatGPT, sur Gemini, et je lui dis, explique-moi la tokenisation. Donne-moi un exemple. Comment tu fais pour faire la vectorisation des mots? Exemplification. Je suis profane dans tel domaine. Explique-moi comme pour un élève de la 6e, tel ou tel. D'accord? Donc, on peut avoir un soutien de ce type. Évidemment que, comme pour l'introduction des calculatrices à l'époque, regardez manifestation des profs de maths en 88 pour l'utilisation des calculatrices en classe, mais on a eu aussi des manifestations pour l'IA. Oui, c'est l'Italie, le premier pays qui a fait l'interdiction de ChatGPT. Bon, ce n'était pas pour l'enseignement, c'était pour des autres arguments, mais par contre, vous vous rappelez, Sciences Po a interdit l'utilisation de ChatGPT. Il y a même des profs très, très connus, oui, qui ont pris position en disant que c'est tout à fait justifié d'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle en Sciences Po. OK? Donc, l'idée, d'après moi, ce n'est pas de l'introduire, mais de bien l'utiliser. Et même ici, regardez, pour moi, c'est la phrase que vous devez retenir. OK? Tout le reste, vous pouvez le retrouver avec carrément l'intelligence artificielle. OK? C'est-à-dire faire l'éducation par et à l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'utilise l'intelligence artificielle pour l'éducation, mais que je me forme aussi à l'intelligence artificielle. Je ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle sans connaître qu'est-ce qu'il y a derrière les modèles qui sont là. Ou si je le fais, c'est clair que plein des aberrations, plein d'hallucinations et plein d'autres choses qui sont vraiment dangereuses peuvent arriver. D'accord? Donc, éducation par, mais aussi à. Ça signifie que même un prof d'histoire, mais il doit apprendre un peu qu'est-ce que l'intelligence artificielle.
Okay? C'est presque comme le Word aujourd'hui. Et d'ailleurs, bientôt, ou peut-être même la dernière version de Office, a d'ailleurs plein des agents d'intelligence artificielle. Okay? C'est même envahissant. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ben, on est vite des stupides. Okay? Et ici, j'avais fait une petite présentation de triangle pédagogique. Je ne veux pas insister, mais pourquoi je l'avais présenté? Pour montrer que l'intelligence artificielle intervient dans tous les domaines. Intervient à la fois pour l'apprenant, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, il peut avoir accès au savoir, okay, apprendre donc tout seul, que l'enseignant aussi peut avoir accès au savoir et enrichir ses connaissances, okay, que pour former l'apprenant ou l'élève, mais lui, il peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer des questionnaires, des exercices, même des supports PowerPoint. Il y a aujourd'hui des trucs qui sont même étonnants, d'accord? Donc, on voit que même pour l'apprentissage réceptif, avec une présentation prof amphithéâtre ou cours classique, oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle et dans l'apprentissage actif, l'étudiant, il peut utiliser sans problème intelligence artificielle. Alors, il y a un rapport sur l'avenir de l'emploi 2025-2030. Okay? Je l'évoque. Vous pouvez le chercher sur Internet et vous trouvez le document. C'est très riche, plein de statistiques, parce qu'ils ont fait une enquête sur je ne sais pas combien de milliers, voilà, 1000 employeurs de 22 pôles industriels de je ne sais pas combien de pays, ok? Et regardez, déjà, période 2022-2024, l'explosion de demande des compétences en intelligence artificielle générative. Okay? Après, les 10 compétences à la croissance la plus rapide d'ici 2030. IA et Big Data, première. Ouais. Réseau et cybersécurité. Culture technologique. Mais je pense que vous, l'UTBM, vous êtes plein dedans. Okay? Les trois, ok? Et on voit bien que les trois sont des compétences technologiques. Après, on a pensée critique. Pensée critique, non, c'est créative. J'avais mis plutôt critique parce que créative, ça peut être aussi dangereux. Oui. Pensée créative, ensuite, résilience, flexibilité, agilité, curiosité, apprentissage, leadership, gestion de talent, pensée analytique, gestion environnementale, ok? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Regardez, il y a des statistiques concernant les réqualifications et les perfectionnements en France d'ici 2020-30. D'accord? Les premières, 38, 31, je ne veux pas le discuter, mais il y a 20%, oui, des gens qui doivent se réorienter. Ils font quelque chose aujourd'hui et jusqu'à 2030, ils ne peuvent plus faire leur travail d'aujourd'hui. Okay? Et même les compétences qui seront demandées pour les nouveaux métiers ne sont pas simples et faciles à assimiler. Donc ça signifie qu'on aura besoin de financement, d'investissement, okay, puissante dans la formation continue, dans l'éducation spécialisée et reconversion professionnelle. Okay, aussi la frontière entre humain et machine. Quels sont les jobs faits que par l'homme? Okay? Regardez, en 2025, actuellement, donc 46%. Okay? 32 sont faits par la technologie. Okay? Et 22 sont faits en combinaison, c'est-à-dire homme et technologie. Si on regarde pour 2030, mais le pourcentage de travail réalisé que par l'homme va diminuer. À combien? Oui, de 46 à 32. Par contre, le travail mixte,
homme-machine, mais celui-ci, il va augmenter de 22 à 35%. Mais pareil, ici, il y a plein de, comment ça s'appelle, conclusions qu'on peut tirer, ok? Et en tout cas, l'idée est qu'il faut s'adapter à des nouvelles métiers, ok? Pareil, concernant les stratégies de l'IA, oui, il faut recruter des profils pour être capable de coopérer efficacement avec l'IA. Les gens qui ne seront pas capables d'utiliser dans leur métier l'IA, mais ils auront des soucis à se faire. Oui, ici, pour s'amuser un peu, regardez comment les gens imaginaient l'école de l'an 2000. Mais finalement, c'est à peu près ça. Oui, regardez la moulinette qui est à droite, le moulin à livres. Ben, c'est ChatGPT et les autres qui vont enregistrer tout le savoir de l'humanité et après, hop, voilà. À l'époque, c'était avec des fils, des casques pour les transférer à l'apprenant. Ici, c'est une graphe pour montrer que l'enseignement, il est plus efficace que quelqu'un peut s'occuper de l'apprenant. Et si on a un tuteur même individuel, mais ça sera idéal. D'ailleurs, c'est l'argument qui est utilisé pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et créer des tuteurs intelligents. J'avais pris ici aussi une image de la singularité de Kurzweil. Okay? On a la courbe de l'apprentissage humain en bleu, qui est linéaire. Okay? Même si je reste jusqu'à 2h, 3h du matin par rapport à l'année dernière, même à mon âge, peut-être que je descends déjà. Mais l'apprentissage humain, elle est linéaire. Par contre, regardez, l'intelligence artificielle, elle est exponentielle. Et à un moment donné, c'est le point critique, le point de singularité. Elle va dépasser, c'est ce que nous, on peut apprendre. D'accord? Et la question est comment on va améliorer ça. Mais il y a plusieurs solutions, je vous les évoque seulement, à vous de les critiquer, de les analyser. Mais la première, c'est artefacts numériques. On a eu le MOOC aujourd'hui des tuteurs intelligents, okay, de manière que je peux avancer dans mon rythme et efficacement. Mais il y a aussi les prothèses numériques. Okay? Il y a des gens qui pensent que ce sera excellent si on arrive à implanter un nanobot ou je ne sais pas quoi dans le cerveau de manière que nous, on sera plus efficace dans le dialogue avec l'intelligence artificielle, traiter plus vite l'information, avoir une mémoire plus performante, capacité de calcul et d'autres choses. Mais c'est, comment ça s'appelle, Neuralink de Elon Musk, c'est exactement ce qu'ils font. Et Brain to Computer Interface, c'est dans cette zone. Mais il y a aussi une troisième qui est très très dangereuse, qui est la prothèse génétique. Autrement dit, avec, comment ça s'appelle, le ciseau génétique Casper, oui, ils sont capables de couper les gènes dans l'ADN comme on coupe les mots Word dans le Word. OK? Ça signifie qu'ils vont couper tous les gènes qui nous font, faibles, passifs, et qu'on va construire que des gens intelligents et super intelligents. C'est un domaine qui est très, très dangereux. Oui, on parle de transhumanisme, de eugénisme et d'autres conneries. Okay? Donc, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, okay, depuis longtemps déjà, les politiques, ils ont dit, mais comment on l'utilise? Parce qu'ils ont anticipé un peu. Regardez, déjà 2019, il avait le consensus de Beijing, ok? 2019, avant GPT, avant ChatGPT et toute l'explosion d'aujourd'hui, d'accord? Mais en tout cas, ils ont présenté quelques recommandations, ok? Et surtout, ici, regardez, ils sont préoccupés de l'équitabilité, inclusivité, de l'éthique, de transparence et vérifiabilité des données, ok? Et qu'il faut développer des compétences spécifiques pour le 21e siècle, d'accord? Ensuite, c'est UNESCO. Vous trouvez plein de rapports UNESCO. Le dernier, ça date de 2024, l'année dernière, au mois de décembre, ok? Orientation pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche.
dans 1 heure, vous le feuilletez, vous avez terminé, parce qu'il y a beaucoup de blabla, ok? Mais minimum, vous voyez comment les gens pensent à ça. Ensuite, c'était au mois de décembre, l'année dernière, qu'un rapport du Sénat, ok, l'IA et l'avenir du service public, ok? Il ne concerne pas les universités, il concerne l'enseignement en général. Mais je trouve qu'ils ont fait l'effort minimum pour présenter plein de concepts de l'intelligence artificielle, symbolique, connexionniste, modèle de langage et d'autres. D'accord? Ensuite, je n'ai pas répertorié, je n'ai pas dit, il y a des dialogues, des discussions maintenant dans plein des universités. Quelle est la charte éthique pour l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, c'est un balbutiement, c'est un... Oui, mais c'est logique. Entre-temps, les choses dans le domaine, dans l'IA, avancent extraordinaire. Okay? L'utilisation de l'IA, pareil, dans l'apprentissage, système de tutorat, évaluation automatique, robots intelligents. J'ai marqué ici, regardez, réalité virtuelle et augmentée. Oui? Et donc, je ne rentre pas dans le détail. Il y a des arguments psychopédagogiques en faveur de l'IA pour l'apprentissage différencié, pour l'accessibilité et inclusion, enrichissement des réseaux éducatifs. Donc maintenant, on peut rester chez soi et suivre un cours, même dans les grandes universités. Réactivité immédiate, oui, systématique et individuelle. Un prof, il n'aura pas le temps de rester derrière chaque étudiant pour vérifier est-ce qu'il a fait bien, oui, il s'est trompé. Oui. D'accord? Donc, sont plein des arguments comme ça. Transformation du rôle et des activités de l'enseignant, ok? Mais je disais tout à l'heure, 97% de MOOC spécifiques abandonnés. Mais pourquoi? Parce que la motivation, elle n'est pas là. Et le prof, justement, il est là pour augmenter la motivation dans le processus d'apprentissage et aussi essayer de stimuler l'esprit critique. Okay? J'avance un peu. Former les enseignants. Je disais, en éducation par et à l'IA. Donc les enseignants doivent acquérir de compétences techniques aujourd'hui. Il y a dans mon propre université, ok, Marie et Louis Pasteur, si vous allez à Besançon, mais il y a des gens qui ne supportent même pas l'ordinateur, pas l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça, oui, parce que, pareil comme vous, dans l'enseignement technique, dans le STEAM, vous avez introduit le A, les arts, ok, mais les sciences, entre guillemets, molles, mais ils doivent sont sensibilisés aux compétences techniques. Okay? Ensuite, intégrer l'IA dans les pratiques pédagogiques, encourager la créativité et l'innovation, favoriser la réflexion critique et promouvoir les bonnes pratiques. Parce que je suis convaincu d'ailleurs que bientôt, on aura une abondance de propositions des agents pour l'apprentissage, tutorat. Ok, toutes les sociétés, grandes, petites, vont proposer ça. Mais je pense que si les enseignants ne sont pas suffisamment impliqués dans la construction de ces outils, c'est raté. Okay? Et à l'envers, si un enseignant arrive à travailler avec une équipe, même si elle n'est pas super performante en technologie, mais ils arrivent à implémenter des choses vraiment nécessaires pour l'apprentissage, ça sera plus avantageux. Okay? Voilà, c'est marqué encourager la créativité et l'innovation, et justement, je profite pour dire que vous êtes plein dedans. La semaine dernière, c'était la semaine de l'innovation, Crunch Time, ok? D'accord? Donc, après, ça continue avec SWOT. Je ne veux pas le présenter. Vous allez vous-même sur ChatGPT et vous lui dites présente-moi la matrice SWOT pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, par exemple. Paf, il va vous donner force, faiblesse, opportunité, menace, ok? Donc, on va passer
vite par rapport à ces éléments, ok? Il y a évidemment des questions éthiques, ok? Je me rappelle qu'à l'INSA de Lyon, on utilisait justement des systèmes experts pour l'EAO, enseignement assisté par ordinateur. Et c'était un produit EAO pour Lafarge, ok? Pour expliquer le processus de fabrication de ciment. Et le prof, qui était même directeur de l'école doctorale, il m'avait dit, Johan, regarde, ici c'est tout le secret. Et il m'a montré une disquette de 3, je ne sais plus combien, 5 ou... D'accord? Il dit, le parcours individuel de l'apprenant, il est sauvegardé sur sa disquette. Il n'y a personne qui a le droit de savoir comment il a évolué, sur quoi il a raté, combien de fois. D'accord? Et ici, aujourd'hui, c'est difficile justement d'assurer cette confidentialité et sécurité de données. Après, sont les biais algorithmiques, les biais de données, les biais même générés par les créateurs d'applications. C'est la transparence, okay, la compréhensibilité des décisions. Okay. L'IA aujourd'hui, par exemple, même pour l'embauche, je peux dire non, celui-ci, il n'embauche pas. Mais pourquoi? Oui. Et elle peut tenir compte des paramètres qu'une personne humaine ne peut même pas les penser. Okay. Dans le bouquin de Yuval Harari, oui, la dernière, Nexus, il donne des exemples. Si pour votre empreinte à la banque, ils vont tenir compte, même si vous avez fait la demande à partir d'un iPhone, vous avez des points en plus. Mais si la batterie de votre iPhone elle était chargée à 30%, vous êtes pénalisé parce que ça signifie que, d'accord, donc plein, l'intelligence artificielle, elle est capable de gérer, de tenir compte d'énormément de paramètres, c'est ce que l'homme, justement, n'est pas capable. Okay? Très bien. On va avancer, cas d'utilisation centré sur l'enseignement, ok, donner, faire, oui, l'étudiante, le prof, ok, traduction de texte. Aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Ok, je me rappelle qu'à l'époque, on paie des traducteurs pour traduire un article de je ne sais pas quelle langue. Okay? Et après, regardez, pareil comme on a au niveau de IA, AI Act, au niveau de européen, ils travaillent maintenant sur un Higher Education Act for IA, l'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il faut encourager l'utilisation de nouvelles technologies, mais que l'intégrité académique ne doit pas être affectée par l'utilisation de l'IA. Okay? Après, respecter l'éthique, la légalité, la vie privée, oui, et pareil, ils ont classifié les risques, oui, qu'on peut les avoir dans l'utilisation de l'IA dans l'éducation supérieure. Okay? Concernant en général l'IA et la civilisation du spectacle, je devais le mettre entre guillemets parce que c'est le titre d'un bouquin, oui. Apparemment, comme Hassabis dit ici, nous surestimons son impact à court terme et sous-estimons son impact à long terme. OK? Ça doit nous faire réfléchir. OK? Ensuite, la mise à notre disposition nous séduit et façonne progressivement notre esprit jusqu'à le rendre dépendant de ces outils et finalement devenir leur esclave. Oui, le recours systématique à l'ordinateur pour résoudre tout problème de connaissance réduit la capacité de notre cerveau à construire des structures de connaissances stables. OK? Plus notre ordinateur devient intelligent, plus nous devenons stupides. OK? Bon, concernant les technologies cognitives, je ne rentre pas dans les détails. Oui, tout ce qui est ici, intelligence artificielle, analyse des données, technologie de l'esprit. Finalement, on a dit que c'est bien de voir aussi qu'est-ce que c'est l'IA. OK? On va essayer, dans quelques transparents, de comprendre 2-3 choses dans l'IA. Je ne sais pas votre niveau dans ce domaine. Si vous êtes déjà des spécialistes, je me demande des excuses, OK? Mais en tout cas, je veux faire des analogies
et des liaisons qui peuvent être utiles même pour quelqu'un qui fait la recherche en intelligence artificielle. Donc, l'idée est, encore une fois, qu'avec l'IA, on essaie de construire des algorithmes, des méthodes, des modèles, des applis capables de simuler les compétences cognitives humaines. Percevoir. S'il a une caméra, elle est capable de détecter le visage, le mouvement, plein d'autres choses. OK? D'apprendre. C'est pour ça qu'on parle de l'apprentissage machine ou machine learning. La machine apprend tout seul. OK? On verra comment. Qu'elle est capable de raisonner. Aujourd'hui, on nous donne un problème de géométrie analytique qui a été donné en Olympiade internationale, elle est capable de la résoudre. OK? Et aussi capable de prendre des décisions. Alors, il y a une liaison très forte entre l'intelligence artificielle et la cognition humaine. OK? C'est quoi la cognition humaine? Mais on peut voir la cognition humaine sur 3 aspects. D'accord? Neuroscientifique, psychologique et philosophique. Neuroscientifique. Je suis ni neuroscientifique, ni philosophe, mais par contre, j'avais fait psychologie, j'avais fait aussi, je suis passionné un peu de la philosophie neuroscientifique. Qu'est-ce que c'est? Ben, on parle surtout de neurosciences cognitives, fait l'étude des circuits de neurones et de réseaux cérébraux. Mais ici, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle connexionniste. Oui, l'intelligence artificielle connexionniste essaye de reproduire les circuits nerveux de notre intelligence. D'accord? Sur la partie psychologique, on parle plutôt des processus mentaux. Attention, mémoire, résolution des problèmes. Et sur l'aspect philosophique, oui, c'est l'esprit et la raison. OK? Est-ce que nous, on a une pensée qui est critique? Est-ce qu'on a une pensée qui est plat, standardisé, uniforme, OK, ou original? D'accord? Et comme ça, regardez, c'était faire pour comprendre. Afin de comprendre comment le cerveau fonctionne, mais il y a des spécialistes qui ont dit, mais on va simuler un neurone artificiel. Okay? Et regardez, 1943, ils ont proposé un neurone artificiel. C'est comme un neurone, il y a plusieurs entrées, okay? Et en sortie, il y a une fonction, on appelle fonction d'activation. Le neurone envoie le signal plus loin ou il ne l'envoie pas. D'accord? 1943. Je ne peux pas parler sans évoquer Alan Turing. En 1936, il a mis les bases de l'ordinateur, de l'algorithmie, du langage de programmation, okay, dans une revue de maths. Mais en 1950, il a publié un article excellent dans une revue, vous avez vu, Psychologie et philosophie. Et sa question a été, est-ce que la machine peut penser? Après, il a dit, ça veut heurter les philosophes. Et il a changé. Il a dit, est-ce que la machine peut imiter des activités que l'homme le fait quand il pense? C'est pour ça que si vous regardez, première partie, c'était The Imitation Game. Exactement le nom du film. OK, donc le réalisateur, il a lu l'article, c'était pas très créatif le titre de son. Et lui, il a fait énormément pour la science de l'informatique. D'ailleurs, il y a plusieurs anthropologues qui parlent de la révolution Turing, après la révolution copernicienne, darwinienne, et celle de comment ça s'appelle, en psychiatrie. C'est la révolution de Freud, freudien. D'accord? Très bien. Donc,
C'est en 1955 que la première fois on a vu le mot intelligence artificielle, ok? Et ils se sont retrouvés à Dartmouth, oui, aux États-Unis, plusieurs spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine, ok? Ils l'ont appelé intelligence artificielle, mais le sens d'intelligence n'est pas le sens en français. C'est plutôt le sens américain comme le CIA, oui? C'est pas l'intelligence, c'est plutôt traitement d'information et non pas intelligence comme chez nous. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont proposé, comme je disais tout à l'heure, simuler le processus cognitif. Et en bas, on a, comment s'appelle, l'ambition de cette école. Étudier tous les aspects de l'apprentissage, donc comment on apprend, ok? Ou toute autre caractéristique de l'intelligence, oui, pouvant être décrite de manière si précise qu'un mécanisme ou une machine peut être faite pour le simuler. D'accord? Donc, ça signifie que c'est ce qu'on fait aujourd'hui en intelligence artificielle, mais il n'y a rien d'intelligent dedans. OK? Pourquoi? Parce qu'on a tout détaillé au niveau des éléments, au niveau des algorithmes, et ce sont des algorithmes qui sont exécutés, et nous, on reste avec l'impression que, waouh, mais c'est magnifique. OK? Mais rassurez-vous, ChatGPT, il pige même pas les mots qu'il va les écrire. Il ne comprend aucun sens de ce mot, et même plus étonnant, dans son apprentissage, il n'utilise même pas les mots. Il utilise ce qu'on appelle les jetons, les tokens. C'est quoi un token? Mais c'est une tranche d'un mot. Okay? Par exemple, Monte Béliard, pour lui, ce n'est pas un mot. C'est plusieurs tokens. C'est Monte, un token, B-E accent, un autre token, et Liard, un autre token. OK? Et même, c'est ce qui est très curieux et intéressant, pour les langues qui utilisent des accents, le nombre de tokens est plus grand qu'en anglais. Et si vous utilisez après des applications pour lesquelles il y a un service payant, vous payez au nombre de tokens utilisés en entrée et en sortie. Mais pour la langue française, on va payer 30% plus que les Anglais. D'où la nécessité, l'importance d'avoir un modèle de langage souverain. Okay? Et regardez, ici, c'est une, comment ça s'appelle, un modèle, un paradigme qu'on peut exploiter, okay? Et comme ça, vous arrivez à comprendre plein de choses. Okay? On a les données, les informations, la connaissance et la sagesse. Okay? En bas, les données sont des choses sans interprétation. Okay? 1934, mais je ne sais pas. C'est le nombre de secondes qui sont passées depuis je ne sais pas quel moment. C'est une distance, c'est une profondeur, c'est une hauteur, c'est une année. Okay? Donc, tant qu'il n'y a pas un sens qui est affecté à une valeur comme ça représente une donnée. Et dans une entreprise, on a base de données, okay, où le sens est donné après par l'homme. Okay? Quand je donne qui, quoi, où, comment, ben c'est l'information. Même, par exemple, la théorème de Pythagore, tout au début, peut être une information, voilà, A carré plus, mais après, ça devient connaissance, parce qu'on aura des contrôles pour utiliser la théorème de Pythagore afin de déterminer la hauteur d'un arbre en fonction de l'ombre. OK? Donc, connaissance, s'il vous plaît. C'est ce qu'il faut comprendre, que pour les connaissances, on a pareil base des connaissances. Oui, je vous avais parlé tout à l'heure des modèles sémantiques. Mais on a des ontologies, oui, on a base des connaissances, base des règles, on avait à l'époque les systèmes experts, ok? Mais ces systèmes traitent la vérité. On ne va pas créer une ontologie avec des mensonges, ça n'a pas de sens, ok? Donc, regardez, concernant les informations, même, je vous suggère de regarder le bouquin de Harari, le dernier, Nexus, je l'avais évoqué tout à l'heure. Il parle des informations avec une version naïve que toute information conduit à la vérité.
Et cette vérité va conduire à la sagesse et au pouvoir. Mais c'est loin d'être ça. Okay? Il y a plein, abondance même des informations qui sont mensongères aujourd'hui. Okay? Et que je ne peux pas les utiliser pour arriver à la vérité. Okay? Et il y a une autre version, une version populaire, qu'on le retrouve maintenant même dans la politique, okay? Que l'information représente le pouvoir. Okay? Et en revenant au modèle de tout à l'heure, regardez, à droite, j'ai mis une flèche rouge, IAS, c'est l'intelligence artificielle symbolique qui utilise des bases de connaissances, des ontologies, des règles. Okay? Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est capable d'extraire des informations et même des connaissances à partir des données. Vous comprenez? Donc, je l'ai présenté à gauche avec une flèche bleue. C'est l'intelligence artificielle connexionniste qui part de plein de données. Pssst, elle va extraire une information. Je ne sais pas si on lui donne une photo de cette salle, mais elle peut dire combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes, combien de vieux, combien de, je ne sais pas, barbus. Okay? Donc, elle essaie d'extraire des informations à partir de données. Et elle peut extraire même des connaissances. Comment ça? Ben, si je lui donne beaucoup de données pour A, pour B et pour C, ben, elle sera capable de retrouver le théorème de Pythagore, qui est une connaissance. Vous comprenez? Mais encore une fois, il faut valider ces choses, parce qu'elle peut arriver aussi à des choses qui sont stupides, qui ne sont pas des vérités, okay, et qui ne sont pas des connaissances. Okay? Donc, on ne rentre pas dans le détail, mais on a actuellement deux types d'intelligence. Intelligence artificielle symbolique, qui utilise des vérités, qui utilise des règles, des connaissances, des ontologies, bases de connaissances, okay? Et on a l'intelligence artificielle connexionniste qui part d'un bruit total et qui essaye d'extraire des informations. D'accord? Pour association, je dis souvent qu'on peut utiliser l'apprentissage de langue, la langue maternelle. Mais la langue maternelle, on l'a appris avec le bruit total. OK? Donc, on est parti des données. Beaucoup de sons, beaucoup des images, et à un moment donné, maman. OK? Ça continue, et maman, j'ai faim. Ben, il ne sait pas qu'est-ce que c'est un sujet, prédicat, verbe ou des choses comme ça. Mais en partant d'un bruit total, OK? L'enfant, il arrive à utiliser des règles de grammaire qu'il ne les a jamais appris, mais il les a entendues à gauche, à droite, OK? C'est exactement l'intelligence artificielle connexionniste. Par contre, quand j'ai appris la langue française, ou quand vous avez appris la langue anglaise, une deuxième, une troisième, une quatrième langue, mais vous n'avez pas eu le temps de rester des années pour faire le balbutiement, OK? C'était, il y a un vocabulaire, j'apprends les mots. Il y a une grammaire, il y a une déclinaison, une conjugaison, il y a des règles, des syntaxes, OK? Donc, c'est l'intelligence artificielle symbolique. Et maintenant, même pour avancer, je vous pose une question. Quand on sollicite une intelligence artificielle, rassurez-vous, ça consomme d'énergie. Ça consomme plus d'énergie que j'utilise avec mon ordi ici. Même si je lui demande, je lui pose une question stupide. Elle part aux États-Unis, mais le temps d'interroger le modèle, mais ce n'est pas stupide de demander à l'intelligence artificielle de trouver le théorème de Pythagore, parce qu'on sait. Oui? Ou trouver la formule pour transformer le degré Celsius en Fahrenheit. On le sait. D'accord? Donc, d'après moi, l'étape suivante sera une intelligence artificielle comment? Hybride. Mixte. C'est ce qu'on sait, mais on le met dans un modèle symbolique. D'accord? Et après, elle va utiliser les données pour les exploiter, utiliser les infos dans les données, dans les connaissances, dans les
l'intelligence artificielle symbolique est avancée. Okay? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle neurosymbolique. Vous aurez bientôt l'occasion de voir, il y a plein d'articles déjà qui arrivent, intelligence artificielle neurosymbolique. Et même, c'est ce qu'on va faire pour l'enseignement. J'ai un étudiant qui fait une thèse sur l'utilisation de l'IA et de la sémantique dans l'apprentissage des connaissances en maths. Okay? Mais il a des bases de connaissances, il a des ontologies pour ces connaissances. Okay? Par contre, l'IA est utilisée pour générer des exercices, faire les évaluations et d'autres choses. Intelligence artificielle neurosymbolique. Et maintenant, regardez un changement de paradigme. Quand je suis arrivé en 1991 en France, je vous avais dit que j'ai entendu parler pour la première fois d'intelligence artificielle. Et l'exercice que l'enseignante nous a donné, je ne l'avais pas compris. J'avais, comment ça s'appelle, une limite intellectuelle. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'elle nous a demandé de trouver le modèle pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation des voitures en Europe. Et elle nous a donné quelques modèles. Mais c'est absurde. Moi, je dois lui donner ça, et après, je peux lui demander quel pays. Je ne comprenais pas. Pourquoi je ne comprenais pas? Parce que, regardez, pendant toutes mes études, j'ai utilisé l'ordinateur comme calculateur. Je lui donnais des données en entrée, je lui donnais le modèle, une formule, et il sortait les données en sortie. Oui, tu calculais les données. Okay? Ici, la conversion Celsius en Fahrenheit. Okay? Mais maintenant, regardez, je ne fais pas ça. Je lui donne les données en entrée, les données en sortie, et je lui demande, trouve-moi le modèle. Vous comprenez? C'est exactement la question que l'enseignant nous a posée à l'INSA de Lyon en 92, c'était, oui, et je ne comprenais pas. Comment je peux demander à une machine de me donner le modèle? Okay? Mais aujourd'hui, on a justement des méthodes qui utilisent, méthodes inductives qui sont utilisées. Et après, voilà, les neurones artificiels, oui, il y a plusieurs entrées et chaque entrée est pondérée avec une valeur positive, négative, unitaire, sous-unitaire, ça dépend, ok, de modèle. On fait la somme des valeurs en entrée avec leur poids, ok, et le résultat rentre dans ce qu'on appelle une fonction d'évaluation ou d'activation, ok. Par exemple, je peux avoir les notes d'une étudiante, les moyennes, et après l'activation, c'est est-ce qu'il a le qualificatif très bien, par exemple, ok. Ici, j'avais copié, parce que c'est marqué la source, oui, ils ont montré un exemple d'un neurone artificiel, okay, qui montre le degré de satisfaction d'un chat, en fonction de l'endroit qu'on va caresser. Okay? Et il y a des lignes vertes, ça signifie que ça augmente, la rouge, ça descend. Elle n'a pas le caresser sur les oreilles. Si on la caresse que sur les oreilles, ben, elle va courir. OK? Donc, c'est satisfaction zéro. OK? Et on a dit, c'est la machine qui apprend. Oui? En partant des données, il va trouver des infos, des connaissances. L'apprentissage, il peut être de plusieurs types. Moi, je vous propose de retenir 3. Apprentissage supervisé. OK? Mais apprentissage supervisé, c'est comme le dressage d'un chien. OK? Il y a quelqu'un qui va lui dire, voilà, apporte, non, apporte. Elle va répéter, OK? Elle aura toujours un feedback jusqu'à ce moment qu'il va apprendre. C'est pareil quand on va lui donner plein des images de chats en lui disant, c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, OK? Et après, il fait test. Je lui donne une image, c'est un chat. Ah non, c'est pas un chat.
Donc il va retourner sur ses pas pour corriger les poids afin d'être meilleur la prochaine fois. OK? Apprentissage, encore une fois, supervisé. C'est un apprentissage qui est cher. Pourquoi? Parce qu'un gars doit être payé pour construire les relations entre ou caractériser les choses. OK? Par exemple, pour le spam. Oui? Pour le spam, tout au début, quelqu'un a dû lui expliquer, voilà, ça c'est un spam, mais pourquoi? Ça c'est un spam, pourquoi? Ça c'est un spam, pourquoi? OK? Deuxième apprentissage, c'est par renforcement. OK? Ça signifie que le modèle a un objectif, une fonction objective. Augmenter son score. OK? Et si il fait bien, son score augmente. S'il fait mal, son score descend. OK? Mais écoutez, c'est miraculeux. Parce qu'une machine peut calculer et faire des simulations avec une vitesse que nous, on ne pense même pas. OK? Une machine est capable, une machine de type AlphaGo, par exemple, utilise ça, oui, renforcement, apprentissage par renforcement. Les gens qui ont fait le modèle, les programmeurs, ils n'ont pas le niveau en Go comme la machine. D'accord? Et même pour l'échec, oui, elle est capable d'apprendre l'échec sans lui dire les règles. On lui dit seulement c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, et tu as gagné. D'accord? C'est très très fort apprentissage par renforcement. Une autre que vous devez retenir, c'est apprentissage autosupervisé. Le dernier que je l'avais marqué. OK? Qu'est-ce que ça signifie? Mais que ce n'est pas l'homme qui va surveiller. Mais c'est qui? Mais c'est la machine elle-même. C'est elle qui se supervise. C'est stupide. Ah non, c'est pas stupide. OK? Exemple. Pour un modèle de langage, oui, lui, il doit estimer, dire le mot suivant. OK? Imaginez qu'il va trouver une phrase, j'ai l'envie d'apprendre l'intelligence artificielle. Il connaît cette phrase. D'accord? Et après, il va jouer avec lui-même du cache-cache. Il a dit, artificiel, caché. Donc, j'ai envie d'apprendre l'intelligence et artificielle et cachée. OK? Il dit, j'exerce, je modifie mes paramètres. Ah bon, je l'ai trouvé. OK? Ensuite, il va cacher le mot intelligence. Pareil, il fait je ne sais pas combien, paf, je l'ai trouvé. Vous comprenez? C'est exactement comme ça que le modèle GPT, ChatGPT, le modèle de langage en général, sont pré-entraînés. On lui donne une quantité énorme de données, OK? Et après, c'est elle qui va se donner des exercices en cachant au fur et à mesure tel mot, tel mot, tel mot ou plusieurs mots. OK? Mais pour faire ça, elle a besoin de quoi? Mais elle a besoin de puissance de calcul. OK? Et de temps. Par exemple, le GPT-3 a utilisé 1024 cartes graphiques NVIDIA pendant 34 jours. Et pendant ces 34 jours, elle n'a rien fait que de cacher un mot et essayer de le retrouver. D'accord? Autosupervisé. Donc, on a supervisé, c'est l'homme qui donne les caractéristiques ou les propriétés ou oui, les règles. Après, par renforcement. Et pour renforcement, aussi, je veux vous sensibiliser sur quelque chose qui est très important. Renforcement, on a dit qu'elle a une fonction objective d'augmenter son... OK? Mais renforcement, OK, ça peut être fait par ce qu'on appelle un feedback humain. OK? Exemple,
ChatGPT est sorti en novembre 2022. En janvier, sur Internet, tout le monde rigolait. Quelqu'un lui a posé la question combien pèse un œuf de vache. D'accord? Il a regardé œuf, quel poids, quel poids, quel poids. Il a fait moyenne, je ne sais pas quoi. Mais un œuf de vache pèse entre tant et tant. Ok? Ça dépend de la race, de la région. Ok? Est-ce que je peux manger des œufs de vache? Oh, évidemment, le petit déjeuner. D'accord? Posez-lui la question maintenant. Non, il va dire, mais les vaches sont des mammifères. Mais comment elle a appris, l'IA? Il y a derrière quelqu'un, oui, qui est intervenu et qui a fait un apprentissage par renforcement avec un feedback humain. Plus jamais tu dis ces conneries. Oui, pour ce type de questions, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Et il s'améliore. Il y a des milliers, je ne sais pas combien de gens qui sont payés, et peut-être même avec des salaires très très bas, pour renforcer l'intelligence artificielle. Okay? Il y a quelqu'un qui a posé la question, voilà, pour sécher 5 chemises, j'ai eu besoin de 3 heures. Combien de temps j'aurais besoin pour sécher 50 chemises? Je lui ai dit, 5 ans, ça fait 10 fois plus, donc vous avez besoin de 30 heures. OK, posez-lui aujourd'hui. Non. Il va dire, mais si c'est la même texture pour vos chemises, si vous avez la surface, si la température sera le même temps. OK? Même, quelqu'un lui a posé la question, quelle est la petite théorème de Fermat? OK? La petite théorème de Fermat, voilà. Quelle est la grande théorème de Fermat? Quelle est la moyenne théorème de Fermat? Et il a trouvé une moyenne théorème de Fermat. OK? Mais si vous posez maintenant, non. OK? Donc, il s'améliore par renforcement, comment? Humain. OK? C'est Reinforcement Learning, RL, by Human Feedback, HL. Donc, on raccourcit. Mais ce n'est pas très grave. L'essentiel est de comprendre. Quel est, d'après vous, l'objectif suivant dans l'apprentissage par renforcement? Ben justement, ça coûte cher, même si ça coûte quelques centimes, ou je ne sais pas combien. Il y a plein de Malaisiennes apparemment qui travaillent pour le renforcement, mais c'est l'IA qui fait le renforcement. Okay? Autrement dit, l'IA devient prof pour l'IA. Okay? Et d'ailleurs, DeepSeek, c'est ce qu'ils ont fait. Okay? DeepSeek a utilisé le grand modèle de Meta, oui, Llama, pour former leur propre modèle. C'est pour ça. Ah non, c'est pas en copie. Non, non, non. Encore une fois, d'après moi, c'est pas une copie. Il a utilisé une intelligence artificielle qui est libre. Qui est libre. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a formé son modèle en utilisant celui-ci pour le corriger. Mais ils n'ont pas dit qu'on n'a pas le droit, c'est open. OK? Et c'est pour... Bien sûr, mais écoutez, si c'était copié, rassurez-vous qu'il avait l'explosion depuis l'apparition tout de suite. Après 2-3 jours, c'était boum. Mais regardez, ça continue, même ils ont sorti la version R3. Oui? Et il y a plein d'endroits où on utilise renforcement par IA et non pas par l'homme. C'est pour ça que leur modèle a coûté seulement 5,6 millions de dollars et les autres sont des milliards. D'accord? Donc, encore une fois, c'est discutable, mais si le modèle il est considéré open, je peux l'utiliser pour la formation. Même, il y a une technique qui s'appelle la distillation. Mais si ça existe, pourquoi dire après que c'est interdit? Mais ils ont formé. Après, c'est leur modèle qui répond et non pas la réponse, c'est pas la main. Bon, bref, c'est pareil. Si aujourd'hui, on a une étudiante qui apprend avec un enseignant, c'est feedback humain,
ou il apprend avec l'intelligence artificielle. Je ne peux pas dire que l'étudiant a copié l'intelligence artificielle. D'accord? Bon, bref, c'est discutable, oui. OK. Et maintenant, on a jusqu'à quelle heure? 4 heures? Ben, on essaye de... Donc, on va présenter, c'est ce qu'on peut, mais aussi, vous devez... Oui, parce qu'on a commencé à 23. Oui, mais... Non, non, parce qu'après, c'est la tension qui descend de l'intérêt dans les chaussettes. Ouais. Donc, on essaye à 16 heures de terminer et peut-être engager une discussion et comme ça, illustrer d'autres choses. Donc, on a dit tout le temps qu'avec l'IA, ils ont essayé de simuler, d'imiter le fonctionnement du cerveau. Par exemple, le réseau de neurones. Okay? C'était pareil pour simuler, c'est ce qu'on appelle le cortex visuel. Oui? Il y a des chercheurs qui ont eu même le prix Nobel en 81 pour une découverte qu'ils ont fait en 68, comme quoi le cortex visuel a plusieurs couches de neurones. Okay? Tout en bas, une couche qui va identifier des éléments simples. Une ligne verticale, horizontale, un arc de cercle, une diagonale. D'accord? Première. Deuxième couche, qui combine l'information des neurones de première couche, okay, pour obtenir des formes plus complexes. Okay? Triangle, carré. Okay? L'information de ce niveau va encore plus haut pour trouver des choses qui représentent carrément des parties d'objets ou des objets. Okay? C'est comme ça qu'ils ont essayé de faire pour les... Ah, je vois que je ne vous avais pas mis. Qu'ils ont essayé de faire pour les réseaux de neurones convolutifs. OK? Réseau de neurones convolutifs. Oui, je ne l'avais pas mis. OK? Mais... c'est pas grave. Si, regardez, supposons que on a un nombre réduit de pixels, ok, et après, hop, on a ça. Oui. Et après, c'est... Oui. Simplifié. Est-ce que les deux formes sont similaires, identiques ou différentes en totalité? Mais justement, ça dépend comment on va analyser. D'accord? Si on prend pixel par pixel, mais il y a quelques pixels qui ne sont pas, donc c'est différent. Il y a un degré de similarité entre donc, les cellules qui sont en commun. Et comment on peut arriver à ça? On fait une formule simple. Donc on regarde par exemple quels sont les nombres donc, des cellules qui ont la même couleur sur le nombre de cellules total par exemple. Oui, mais ça on a dit tout à l'heure. Oui. Donc, mais au lieu d'analyser individuel, oui, on va utiliser par exemple un bloc. Oui? D'accord? 2 par 2. OK? Et du coup, regardez, mais ici c'est identique. D'accord? Et j'ai mis peu de pixels, mais si l'image a plus de pixels, je peux utiliser un filtre, on appelle, plus grande. Par exemple, 3 par 3. D'accord? Et dans ces cas-là, sur mon filtre de 3 par 3, ok, si j'ai envie d'identifier une diagonale, mais je veux lui dire, c'est ça qui m'intéresse. Oui, le reste, non. Ok? D'accord? Si c'est une croix, pareil.
On fixe un filtre, ok? Et après, l'idée est que sur une image qui a des millions de pixels, on va faire passer ce filtre, ça s'appelle un filtre de convolution, afin d'identifier une ligne comme ça, d'accord? Et regardez, c'est Yann LeCun qui a utilisé le réseau de neurones convolutifs, ok, pour la reconnaissance des chiffres manuscrits. On est d'accord? Et c'est exactement l'idée. Ici, on voit comment la taille se réduit. C'est, comme on a vu tout à l'heure, les plusieurs couches dans le cortex visuel. OK? Et après, ici, c'est une simulation, OK? Parce que c'est un apprentissage supervisé. Oui? Exemple ici, voilà, c'est 4, c'est bon, il a 4, OK? Mais souvent, il va se tromper. OK? C'est 1, lui, il dit que c'est 8. Vous comprenez? Et donc, on va exercer ce réseau des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de fois jusqu'à quand il aura les poids qui sont les lignes rouges et vertes simulées, OK, avec des poids corrects. D'accord? C'est comme ça que l'IA est capable d'extraire les caractéristiques, par exemple, pour un chat. Au lieu de lui dire, nous, un chat a 2 oreilles, 2 yeux, et plein d'autres caractéristiques, okay? On lui donne plein des images, il dit, débrouille-toi. Okay? Et en analysant, justement, regardez, en bleu, j'ai mis en carré les caractéristiques qu'il les a trouvées. Mais je ne les connais pas. C'est le modèle qui est une boîte noire. Pour nous, c'est fermé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dedans. Okay? Mais quelle est l'idée? Une fois qu'il a ces caractéristiques, maintenant, je peux lui dire, mais génère-moi un chat noir dans la rue, je ne sais pas quoi. OK? Il combine les caractéristiques pour obtenir un autre chat. D'accord? Et voilà, ici, c'est l'idée de différentes couches, comme pour le cortex visuel. OK? Mais l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour extraire les caractéristiques et construire un modèle potable. Un enfant, il a vu 2-3 fois un chat, on lui a dit chat, mais c'est juste le chat. OK? Mais comment ça se fait? Ou même la langue. OK? On apprend relativement facile la langue. OK? Parce qu'apparemment, on arrive dans le monde non pas tabula rasa. Quand j'étais étudiante, mes profs m'ont dit, à la naissance, c'est tabula rasa. Oui? Le cerveau, il est vide, il n'y a rien dedans. C'est l'expérience. Après, boum, boum. OK, mais ce n'est pas vrai. OK? Apparemment, ou c'est pas apparemment, les scientifiques ont démontré qu'on arrive dans le monde avec plein de modèles, OK, innés. Même le modèle de probabilité, oui, ou le modèle de la continuité des objets. Si il y a un objet qui se promène ici, de l'autre côté, c'est anormal s'il arrive cassé. D'accord? Donc, plein de modèles, de règles, et c'est pour ça que le cerveau humain apprend beaucoup plus vite. Ici, il y a quelques exemples, oui, que je l'avais retiré du bouquin « Apprendre, les talents du cerveau, le défi de machine ». C'est ce que la machine n'est pas encore capable de faire ça. Okay? Mais en tout cas, en utilisant beaucoup de données sur ImageNet, un concours qu'ils organisent chaque année, okay? Le taux d'échec de reconnaissance des images était grand. Regardez, en 2010, 28% raté. En 2011, 25,8%. Donc, ils ont progressé de 2 et quelques. OK? Mais en 2012, 2 étudiants de Hinton, ils ont construit un réseau AlexNet, parce que l'une des deux s'appelait Alex, okay? Le deuxième c'était Suskever, okay? Qui était responsable scientifique chez OpenAI, oui? Et leur taux de réussite d'échec, 16%. Tout le monde, mais
comment ça se fait? Même Yann Lecan, qui était dans la salle, il dit, mais je ne m'explique pas. OK? Et les deux gars, qui étaient des étudiants en thèse, ils ont fait 2 améliorations. OK? La première, mais au lieu d'utiliser 2 couches intermédiaires, ils ont utilisé 8 couches intermédiaires. Première chose. Mais si tu as 8 couches intermédiaires, ça signifie que tu as beaucoup de paramètres. Pour calculer ces paramètres, tu as besoin des machines. OK? Et la deuxième amélioration qu'ils ont fait, ils ont utilisé les cartes graphiques NVIDIA avec leur API CUDA pour faire les calculs sur le réseau de neurones. OK? Si en 2012, quelqu'un d'entre vous avait investi dans NVIDIA, aujourd'hui, il pouvait nous inviter tous où on veut sur la planète. D'accord? Depuis 2012, l'argent court à flot dans l'intelligence artificielle connexionniste. C'est pareil, le moment Sputnik pour l'intelligence artificielle connexionniste. OK? Regardez, les années suivantes, ça a descendu beaucoup. En 2016, c'était 3%. OK? Et le taux d'échec humain, c'est de combien? 5. C'est pour ça que Hinton dit, ben, c'est stupide d'envoyer son gamin dans une faculté de radiologie. Parce que l'intelligence artificielle va remplacer les radiologues. Parce qu'elle reconnaît bien mieux les images que l'homme. OK? Regardez, à Montbéliard, si on prend un rendez-vous au radiologue, mieux aller à Strasbourg ou ailleurs. C'est quelques mois. Donc, ce n'est pas vrai. Et il y a un radiologue de Stanford qui a dit « L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues, mais les radiologues qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer les radiologues qui ne l'utilisent pas. » Remplacer radiologue avec n'importe quel métier presque. L'enseignant, c'est pareil. Ingénieur, c'est pareil. Programmeur, c'est pareil, même peut-être plus, d'accord? Très bien, donc ici je ne reviens pas, voilà les 3 qui ont eu le prix Turing en 2018, et l'année dernière, il y a 2 chercheurs qui ont eu le prix Turing, qui est le prix Nobel en informatique. Pourquoi? Apprentissage par renforcement. Ils ont fait leurs recherches 2008-2009. Et vous avez vu, prix Nobel l'année dernière. Donc, ici, on a déjà évoqué que Hinton a proposé un modèle de réseau en rétropropagation, c'est-à-dire, elle fait un test, si le résultat il est bon, elle revient et améliore éventuellement. Si c'est non, il modifie les paramètres. D'accord? On ne rentre pas dans le détail. Ici, c'est une représentation, voilà, lancement de l'IA 56, après un grand optimisme, mais après les gens se sont rendus compte, ben, on paye, mais il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a eu 2 hivers de l'IA, ok? Et quand je suis arrivé en 91 à l'INSA de Lyon, c'était encore l'hiver de l'IA. Il n'y avait que des optimistes et des enthousiastes qui faisaient l'étude des réseaux de neurones, ok? Mais par contre, avec l'explosion des données, avec la capacité de calcul qui a augmenté, ben, on a amélioré le machine learning, oui, la partie deep learning et l'IA générative. Okay? Ici, pour l'IA générative, seulement un type de réseau, par exemple, que vous pouvez le sentir facilement, c'est GAN. Okay? Toujours un doctorant. C'est Goodfellow. Oui, on verra quel est l'algorithme de Quentin qu'on va citer, ou de Clément, d'ici quelques années. Donc, Goodfellow, dans sa thèse, a proposé justement les réseaux antagonistes, oui, génératifs. Imaginez que vous demandez à quelqu'un qui est expert en piratage de faire des billets de banque. OK? Lui, il génère, il fait. Et vous êtes l'analyseur. Oui, qu'est-ce que vous marquez ici? Réseau d'analyse. Je dis non, mais on voit que c'est faux. Améliore, 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 améliore. Vous comprenez? Et donc, il va faire des milliers d'itérations jusqu'à... Ah,
c'est mieux. D'accord? Et regardez, ici, en utilisant GAN, NVIDIA a proposé une application, c'est Face Generator. Si vous faites un scan une photo de QR code, vous arrivez sur le site, oui, où chaque fois que vous faites new, vous avez une autre interface, ok? Et ici, tout est généré par IA, ok? Mais après, il peut même combiner une image qui est sur une colonne tout en haut avec une image qui est sur une ligne. D'accord? Il prend les caractéristiques, par exemple, genre, âge, les chevaux et machin, de la première, et en bas, texture, finesse, ok? Et on n'obtient que des visages qui n'existent pas. Aujourd'hui, ils sont capables de générer des chambres d'hôtel, de voitures. Donc bientôt, on peut générer des images en 3D, que les jeux, il est avec une jouabilité excellente, et chaque fois quand je le lance, il y a un autre paysage qui défile, ok, ou d'autres éléments. Ok. Pour la partie traitement de langue, ok, mais en 2017, c'est Google qui a proposé un article, c'est Attention, it's all you need. Ok. Et ici, ils ont utilisé une technologie afin de être plus efficace dans la suggestion de mots suivants dans un texte. Okay? Ils utilisent justement les espaces sémantiques de mots. Okay? C'est assez compliqué comme combinaison, mais l'idée est que on connaît les mots, les linguistes disent ça, on connaît les mots d'après ses voisins. Okay? Par exemple, ici, j'ai récupéré une image où les mots représentés par image sont associés par similitude. On a les ballons de sport, on a des moyens de transport, on a des fruits, okay, des bâtiments, et après maintenant, on doit ajouter le pomme quelque part, A, B, C, D. Donc, c'est logique de le mettre dans A, B, C ou D. Donc, on le sait, parce que sera plus proche de ses amis. OK? Catégorie fruits. OK? Et comme ça, après, on va utiliser, au lieu de mots, on va utiliser un vecteur. C'est la coordonnée horizontale et verticale. OK? Vélo, par exemple, c'est 5 et 1. OK? Le pomme qu'on va le mettre, mais sera 5 et 5. OK? Si j'ai les coordonnées, c'est pareil comme dans la 3D, si j'ai x, y, z, altitude, longitude, je peux calculer vite la distance entre deux points. C'est ce qu'il va utiliser, il va calculer la distance sémantique en fonction de ces vecteurs. Mais il ne va pas utiliser deux vecteurs, deux composantes. Combien? Mais justement, pas mal, ok? Pas mal. Regardez, ici, par exemple, j'ai utilisé un petit logiciel que vous le trouvez sur Internet, ok? Et j'avais donné l'association des mots, de type manger pomme, manger orange, manger pain, manger cerise, oui, boire ça, jus de ça, ok? Et après, j'ai utilisé 7 coordonnées intermédiaires, ok? Pour calculer les poids, les vecteurs, et après, pour chaque mot, il aura 7 composants, et il va calculer quel est le suivant. OK? Donc, après une itération, OK, regardez ici, c'est juste. Mais ça peut être 2 cerises, d'oranges ou de pommes. OK? Boire, eau, jus ou lait. Manger. Vous comprenez? Donc, il a construit les vecteurs pour chaque mot. C'est pareil qu'on peut utiliser maintenant un autre projet, c'est Word2Vector, qui va utiliser 300 composants pour un mot. OK? Ça fait beaucoup. Mais regardez, GPT-3 utilise combien? 12 000
presque 300 composants. Vous vous imaginez? Chaque token est représenté par 12 000 valeurs. Et après, il va calculer la distance entre ces vecteurs. Regardez ici, avec Word2Vector, c'est le mot pizza. 300 composantes. Okay? Ici, c'est Brésil. Okay? Ensuite, on peut utiliser le logiciel pour nous dire, par exemple, quels sont les 10 proches mots de France. Okay? Et il trouve, voilà, Belgique, Paris, Germain. Le dernier, le bleu. D'accord? C'est exactement comme ça qu'il fonctionne, l'autre. Okay? Et pour un modèle de langage, okay, regardez, on a 3 phases. La première, c'est le pré-training, pré-entraînement, qui est auto-supervisé, on a dit. C'est lui qui se donne des exercices pour calculer ses poids. Okay? Ensuite, il y a une deuxième phase qui est un affinage. Si on laisse le modèle seulement avec son pré-entraînement, il va dire plein de conneries qu'il doit trouver sur Facebook, sur TikTok, ou je ne sais pas où. Okay? La phase 2, on va l'instruire nous. On lui donne des textes très corrects, on lui donne même des consignes, voilà, pour ça, ça, ça. Okay? C'est pour ça que si vous demandez à DeepSeek qu'est-ce qui se passait dans la place Tiananmen, ben, je ne sais pas, okay? Ou rien, d'accord? Donc c'est la phase d'affinage qui est réalisée avec un apprentissage par renforcement. C'est l'homme qui lui dit ça, 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 ok? Et la troisième phase, c'est quoi? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Apprentissage par renforcement, mais avec un feedback humain. Okay? Et maintenant, vous pouvez ajouter aussi avec un feedback par intelligence artificielle. Okay? Regardez, nombre de connexions. Okay? GPT-3 a 175 milliards de paramètres. GPT-4, 10 fois plus. 1760 milliards, vous vous imaginez? C'est monstre, ok? Et ici, on a la représentation du nombre de composantes, ok? Et on voit que le cerveau humain, il est à 10 puissance 15. C'est ce qu'ils disent, que si on arrive à simuler un réseau avec tant de paramètres, mais peut-être que la conscience va émerger. Ok? Ce sont les matérialistes qui dit ça. Mais pareil, c'est un sujet de discussion parce qu'ils pensent que même l'émotion, et tout est explicable de manière signal électrique. Okay? Et un autre élément que je voulais aussi vous montrer, c'est le nombre de mots qu'il utilise pour se former. Okay? Donc, regardez, ils ont commencé à 10 puissance 11, GPT-4, mais il est déjà à 10 puissance 13. Et tout en bas, 10 puissance 9, c'est ce que nous, on a entendu, vu, lu. OK? Donc, quand on discute avec GPT-4, on est combien 10 puissance 4 mois informés. D'accord? Et tout en haut, oui, à 10 puissance 13, sera tout ce que l'humanité a écrit depuis quand elle existe. Oui? Ça signifie que bientôt, si on utilise toujours le modèle Transformer et ce type de modèle de langage, mais les modèles seront dans une crise des données. Oui, sera un lieu d'étranglement. Il n'y aura plus de données. C'est pour ça que plusieurs, par exemple, même Facebook, il dit « Et vous êtes d'accord que nous, on utilise vos données plein temps ?» Pourquoi il dit ça? De manière qu'ils ont des données pour former leur intelligence et que les autres n'auront pas accès à ce type de données. Donc, c'est là une compétition. Après, c'était la loi d'échelle, ok, plus grande et plus performante, ok, mais ce n'est pas logique, ok. Ici, vous avez les différentes LLM privées, oui, OpenAI avec ChatGPT, Copilot, Gemini avec Google, Claude d'Android. Derrière Claude, derrière Android, c'est qui? C'est Bezos. C'est Amazon.
d'accord? Et à droite sont les LLM publics, oui, Mistral, le français, ok, Llama, qui est utilisé justement par DeepSeek, et Grok. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous l'utilisez, c'est le modèle de Elon Musk, Grok 3, et il est puissant. Oui, il fait aussi beaucoup d'hallucinations, mais par exemple, pour la partie image, vous avez plus de contraintes. OK? Je peux lui demander une image où Macron joue boxe avec le président, comment il s'appelle? Trump. Pas de problème, il va faire ça. Si vous demandez ça à Dali ou maintenant à Image Generation avec ChatGPT, il va dire non, désolé, je ne peux pas utiliser des personnages publics. OK? Donc, c'est plus hawkiste, le modèle. OK? Très bien. Après, qu'il a des hallucinations de biais, OK, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, ici, Hinton, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que l'IA, elle est déjà plus intelligente. Mais ça, c'est son avis. Moi, je ne crois pas. Moi, je dis même qu'elle n'est pas intelligente du tout. OK? C'est nous qu'on évalue ça. Mais par contre, c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est valable. C'est un apprentissage immortel. Vous avez vu l'apprentissage humain. On passe des heures et des heures avec nos étudiants pour les transférer les connaissances. Oui? Ça rentre quand bien ça rentre, oui. Et une fois que le prof est mort, mais il va avec toutes ses connaissances. Ce n'est pas valable pour l'intelligence artificielle. C'est perpétuel. Et surtout, j'ai le modèle. Le modèle, sont que des QF, des paramètres. Je le prends, je le mets sur un autre ordinateur, je peux aller plus loin. OK, donc c'est cumulatif. Et j'avais une idée, justement, c'était quoi? Ça me passait par la tête. Oui, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement, dans l'enseignement. Voilà, c'est parti. Oui. Doug Hofstadter, qui est l'auteur de Gödel et Scherebach, un bouquin excellent. OK? Oui, vous sortez une autre personne une fois que vous avez lu le bouquin. Il date, mais excellent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est un sentiment de terreur. OK? C'est comme la découverte du feu. OK? Et qu'il est fasciné par, pas fasciné, même inquiété par le progrès rapide. OK? Et même, il disait à un moment donné que je me sens humilié par l'intelligence artificielle. OK? Et il se pose des questions sur les implications négatives. OK? Michel Serres, oui, disait que voilà, tout le temps on a fait des délégations des compétences cognitives, c'est la mémoire, c'est ça, ça, ça. Maintenant, on délègue l'intelligence. Okay? Et lui, il a une métaphore que les jeunes d'aujourd'hui sont comme Saint-Denis, qui avait la tête dans ses mains, et les jeunes, ils ont dans leur téléphone la tête. Oui? C'est assez intéressant. Cette image, elle est aussi très parlante. Okay? Et donc, dans le modèle de langage, il y a aujourd'hui une tendance vers le modèle de raisonnement. Okay? C'est d'ailleurs DeepSeek qui est sorti en premier avec le modèle de raisonnement. Avant de répondre à notre question, lui, il commence à expliquer. L'utilisateur me demande ça, ça, ça. D'abord, je veux faire ça, ça, ça. Ensuite, après. OK? Et donc, on peut suivre son chemin de pensée. OK? Après, il est capable aussi de révisiter sa réponse préparée et éventuellement le corriger. OK? Donc, on ne peut plus, avec des effets cause-effet. OK? Donc, c'était DeepSeek. Mais regardez, 20 janvier, 31 janvier, c'est O3 Mini de GPT, ChatGPT qui est sorti. Toujours modèle de raisonnement. OK? Après, Deep Research. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a l'option Deep Research ou recherche profonde, OK? Dans presque tous les modèles. OK? Grok 3,
Voilà, 17 février qui est sorti. Et ici, vous avez, regardez, les étapes de la pensée que Grok les utilise. Ensuite, on parle des agents, qui ont des fonctions autonomes. Ils se débrouillent, ils savent que à telle heure, ils doivent faire ça, 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 oui. Et après, des agents intelligents, c'est opérateur de OpenAI, mais valable seulement si vous avez l'abonnement à 200 € par mois. À 20 €, on ne l'a pas. Après, Perplexity, qui utilise Perplexity? Très bien. Perplexity, c'est excellent, c'est bien. Il y a 4 ou 5. Il a version gratuite. Oui, il a version gratuite et c'est vraiment très, très, très bien. Je n'utilise presque plus Google. Parce que lui, il donne aussi les ressources en détail. C'est pas mal. Et ils ont sorti aussi un agent Comet, mais c'est version payante. Et Manus AI, un agent chinois, qui apparemment, je ne l'avais pas testé parce que je suis sur une liste d'attente, et apparemment c'est époustouflant. Il y a quelqu'un qui a réalisé un modèle ChatGPT avec Manus. Et Microsoft a annoncé il y a quelque temps 1600 agents pour la suite Microsoft. Très bien. Donc, il est déjà le temps. Apparemment, il y a plein de gens qui disent qu'avec le modèle de langage, on ne peut pas arriver à l'intelligence artificielle générale. Et même Yann LeCun propose qu'on ajoute un modèle du monde. Si, par exemple, je lui montre une image comme ça, l'IA n'est pas capable de dire que ça va tomber. La gravitation, pour elle, ça n'existe pas. Elle peut l'interpréter après, mais pas déduire avant. Ça, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Combinaison intelligence artificielle connexionniste et symbolique, pour le neurosymbolique. Et le bouquin qui est représenté ici, c'est Daniel Kahneman, qui a écrit un bouquin Système 1, Système 2. La pensée à 2 vitesses. Première, Système 1 qui est impulsive, émotionnelle, rapide et avec beaucoup d'erreurs. Et le deuxième qui est réfléchi, long. Et apparemment, on a surtout le premier qui est actif. On voit souvent dans l'intelligence artificielle amplificateur de l'intelligence. Quoique entre nous, l'intelligence, celle qu'on a, c'est celle qu'on a. Elle ne peut pas augmenter l'intelligence. Elle peut augmenter le savoir, les connaissances et plein d'autres choses, mais l'intelligence, je ne sais pas. Mais il y a des questions aujourd'hui que l'intelligence artificielle, si elle est utilisée sans raisonnement critique et en excès, mais elle peut conduire à l'atrophie cognitive. Sur l'aspect neuroscientifique, mais sont les réseaux de neurones qui ne sont plus efficaces, plastiques, dynamiques. Sur la partie psychologique, la mémoire, l'attention, le raisonnement, et l'aspect philosophique, la pensée, elle est uniformisée, aplatie, et il n'y a pas une autonomie intellectuelle. Regardez ici, c'est Future of Life, qui considère que l'intelligence artificielle, c'est l'un des grands dangers pour l'humanité, à côté de biotechnologie, des armes nucléaires et des changements climatiques. Écoutez, moi je pense que la partie qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est plus dangereuse, c'est-à-dire l'atrophie cognitive, parce que si l'IA arrive à nous construire, nous faire stupides, mais après on peut être manipulé et tout ce qu'on veut. Donc, il y a plein de choses après, mais on va s'arrêter ici. Regardez comme l'atrophie cognitive. Le cerveau est comme n'importe quel muscle. Ou on l'utilise, ou sinon il s'atrophie. Et donc, à l'université, utiliser l'intelligence artificielle, mais
il faut motiver les gens, il faut stimuler l'esprit critique. OK? Et après aussi, il y a des études aujourd'hui qui montrent que le niveau de culture et d'enseignement, il est déterminant. Les gens qui ont un faible niveau, ben, ils sont vite les esclaves de l'intelligence artificielle, sont d'esprit critique, et à l'envers, les gens hop, sont OK. Et qu'il y a aussi un effet générationnel, que les gens qui sont un peu plus âgés sont plus critiques et plus responsables que les jeunes qui, hop, c'est la commodité, le confort, et ils utilisent comme ça. OK? Justement, j'ai essayé de représenter, si à vous de retrouver le système, OK? Mais moi, je trouve que c'est à peu près comme ça, oui, une fonction S. Si le gars il est intelligent, mais l'intelligence artificielle va augmenter ses résultats et ses performances. OK? Si à l'envers, il est faible, mais il va descendre. OK? Donc, voilà. On va s'arrêter ici parce qu'il y a plein de choses. Oui? Et oui, c'est... Voilà, ça vous trouvez les articles, quels sont les outils, par exemple, en 2025 à utiliser par les élèves, par les étudiants, par les profs, OK? Et voilà, cette image, elle est assez parlante, OK? L'IA reste quand même le mythe du 21e siècle, OK? Et on voit à droite la caricature, les gens, ils sont en train de suivre leur tête, et à l'envers, l'intelligence artificielle qui décide, qui fait la lecture, qui s'éduque. OK? Voilà. Merci de votre attention.